Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre NEC plus Ultra. Aujourd'hui, nous sommes à Bali, je vous dirai pourquoi plus tard. Audace et innovation vont vous donner l'air du temps sommaire. L'extravagance so chic d'un Anglais à Paris. À Hong Kong, la gastronomie a sa French touch. Aussi bien icône qu'idole, la collection d'un couturier volubile. Et à Murano, les maîtres d'hier sont plus que jamais ceux de demain. Je vous présente Loulou, le chien de la maison. Pour le moment, on met à l'honneur le créateur de l'année. Ultra british, autodidacte, Tom Dixon a un parcours atypique. Son côté décalé nous a plu, rencontre. Allez, hop là! Au Salon Maison et Objets 2014, Tom Dixon est sous les feux de la rampe. C'est lui qui est élu créateur de l'année. Célèbre pour son esthétique industrielle, il dessine un mobilier aussi chic qu'excentrique. Après avoir été directeur artistique chez Habitat pendant 10 ans, il crée le studio Tom Dixon qui emploie une centaine de personnes et dont on peut trouver les créations dans 63 pays dans le monde. C'est lui qui signe la décoration du restaurant L'Éclectique qui vient d'ouvrir à Paris, plus designer que créateur ou l'inverse? Le créateur de l'année, ouais, je trouve ça très drôle, puisque d'être créateur plutôt que design tout d'un coup. Ça ne veut pas dire la même chose, créateur, designer. Je sais pas, en Angleterre, le créateur, c'est comme Dieu, n'est-ce pas? Mais bon, puisqu'on fait ce salon et on fait des accessoires que depuis 2 ans et demi, d'être reconnu dans ce monde de l'accessoire et de la décoration, tout d'un coup, c'est comme si j'étais un jeune designer qui commençait au début. Alors c'est formidable d'avoir l'occasion d'aussi montrer probablement des concepts derrière le travail, pas de juste faire le commerce. Et côté concept, Tom Dixon s'en donne à cœur joie avec sa chaise Y dont la mise au point a duré 2 ans. Une fantaisie très british qu'il distille dans chacun des objets de notre quotidien. J'ai beaucoup été influencé, surtout avec ma mère qui est d'ailleurs toujours moitié française. Point de vue la cuisine, et on voit ça dans mon développement, pas seulement des accessoires qui sont les arts de la table. D'abord, je fais la table, puis je fais les trucs qui vont sur la table. Mais aussi, maintenant, je me concerne encore plus de la nourriture même. Et on a un restaurant à Londres qu'on opère nous-mêmes. Moi, je pense que la France est beaucoup plus sensuelle que l'Angleterre. L'Angleterre change rapidement au point de vue de la nourriture, mais ma base et mon intérêt dans la bouffe et ouais, surtout la bouffe. Et tout ce qui va autour, ça vient vraiment de la culture française. Hein. En faisant du métal sa matière fétiche et de son extravagance son style inimitable, il crée des objets que les musées les plus prestigieux comme le MoMA collectionnent. Pour ses accessoires, il concilie son esthétique radicale avec des objets plus grand public. Les choses que je faisais pour le plaisir, les gens ont commencé à les acheter. C'est la découverte du métal et la découverte de la façon de travailler le métal avec du feu qui vraiment m'a libéré de faire très rapidement beaucoup d'idées. Le métal, c'est la liberté. Le restaurant Éclectique au cœur du nouveau centre commercial Beaugrenelle à Paris dans le 15e se veut un trait d'union entre le chic parisien et l'excentricité britannique. La propriétaire, Fabienne Hamzalak, n'a qu'un mot à la bouche pour le définir. Éclectique. Je suis tombée amoureuse de ce nom et puis je trouve sa déco éclectique, je trouve son univers éclectique et j'avais envie de faire une carte éclectique. Au cœur du dispositif imaginé par Tom Dixon, l'éclairage. L'idée de faire quelque chose avec une géométrie très forte était là au début. On a fait ça dans l'architecture et dans les lampes. Et de mélanger un ou 2 concepts qui avaient à voir un peu avec le lieu qui n'est pas le Paris traditionnel, mais qui est le Paris des années 70, qui a été très démodé pendant un moment. Et moi, je pense que ça revient. Moi, je pense que cette ère des années 70 à Paris, où il y avait la volonté de faire le nouveau, le neuf, Roger Talon, je sais pas, Pierre Paulin. J'ai rencontré Pierre Paulin et Roger Talon quand j'étais à Habitat et j'ai beaucoup été inspiré par leur énergie et leur volonté d'être
d'avoir un regard positif sur le futur. Et la lumière fut. On est effectivement très gâtés par cette lumière, cette ambiance feutrée, où on se sent bien tout de suite, on arrive, c'est agréable. La lumière reflétée dans un jeu de métal et de lac, des tables pensées comme de petites alcôves, il convertit les 300 mètres carrés de la salle en un lieu chaleureux. Si vous dites chaleureux, c'est formidable parce que c'était pas évident avec tout ce verre et tout ce métal de faire. Et aussi, on voulait garder du béton. De faire chaleureux avec tous ces éléments, c'est pas évident. Alors, ouais, moi, je suis satisfait. C'est un alien dans le monde du design, un Englishman in Paris aussi chic qu'excentrique on aime. Là, nous filons à Hong Kong. Un très nouveau restaurant vient d'ouvrir qui reflète bien l'air du temps. Ouvert et créatif, décor et cuisine légère mais élégante. C'est la French Touch de Canton Road à Kowloon. Je vous présente Filippo Rico, chef et entrepreneur. C'est en octobre dernier que le Youper Modern Bistro a ouvert à Hong Kong, dans le quartier historique de Sheung Wan. À moins de 40 ans, le chef Filippo Rico dirigeait déjà 4 établissements de la Hewlett House à Kowloon. Avec son nouveau restaurant, il brise l'image un peu guindée de la haute gastronomie par son ambiance conviviale et décontractée. J'ai ouvert ce restaurant il y a quelques mois. Je travaillais pour Pierre Gagnère avant, pendant quelques années, dans un autre groupe de restauration hongkongais avec qui j'ai ouvert pas mal de restaurants sur Hong Kong et maintenant je me suis mis à mon propre compte. On n'est jamais mieux que chez soi. Ayant travaillé tout le temps dans le gastro, l'idée c'était d'éliminer tout ce qui était superflu. Donc une cuisine qui était assez brute, tout en utilisant les techniques que j'avais apprises, les produits que j'utilisais, garder les mêmes standings, le même niveau, en dépouillant tout ce qui est inutile. Heureusement que nous n'avons pas tous la même conception de l'essentiel. C'est un peu l'idée du restaurant d'ailleurs. On a essayé de faire confortable, élégant, mais brut. Tous les éléments du bistrot ont été repris un peu. Les miroirs, les tables sans nappe, les chaises, on a ramené les pieds d'Italie, les chaises ont été faites en Thaïlande, le marbre chinois, c'est venu d'un peu partout. Et essayer de garder toujours cette idée de faire quelque chose de simple, d'élégant, de frais. Un bistrot où l'on mange bien, voilà qui fait la joie des Hongkongais. Je voulais que tout soit connecté. Là. On est séparés de la rue, mais on est connecté à la rue à Hong Kong. Le restaurant, le bar et la cuisine sont séparés, mais en même temps très connectés. Donc je voulais qu'il y ait vraiment un ensemble sur l'histoire, qu'on rentre dans ce quartier-là. Et pour les cuisiniers, bah ouais, c'est quand même sympa, plutôt que d'être dans des cuisines enfermées, chaudes, bruyantes, dans un espace un peu plus cool quand même. Quel est le plat préféré des habitués ? Un plat qui marche très bien, c'est des rouleaux d'aubergines qui sont farcis de pigeons, qui viennent de France, de thon rouge, qui vient du Japon, marinés dans une sauce avec des touches très asiatiques, très pimentées, du soja, du lemongrass, du gingembre, etc. Le pigeon est cuitré à la française, rôti, les mélanges d'épices. Et c'est un plat que j'aime beaucoup parce que voilà, il est moderne dans ses goûts, dans sa façon à boucher, il est très simple finalement en bouche. Il se mange assez facilement. Je ne l'explique pas parce que si je me mets à expliquer, on va dire oh là c'est compliqué, donc il vaut mieux le manger sans explication. Mais derrière, il y a un mix de tout ça, des voyages, des techniques, et je trouve que ça correspond bien au Hong Kong. Et votre clientèle de prédilection ? La clientèle est principalement chinoise. J'ai voulu faire un restaurant pour les locaux. Les Chinois ont une belle image de la France, de la restauration, du luxe. La restauration française est quand même associée au luxe toujours. Et c'est assez surprenant quand on arrive ici. Effectivement, ils connaissent les produits français, ils connaissent les chefs français. On est même un peu attendu à faire attention. Et si vous aviez un rêve, quel serait-il ? Que ça continue, déjà, on va commencer par là, puis en ouvrir une petite dizaine d'autres, ce serait pas mal. Toujours en Chine ou un peu dans le monde ? Un peu dans le monde. On ne peut qu'encourager celui qui sème les graines du rayonnement français à tout vent. La mode aujourd'hui, c'est l'idole des jeunes, c'est le phénomène Pierre Cardin. Après 50 ans de mode, il a, vous allez voir, toujours autant de fans et de succès défilés.
s'habille plus le soir. Et j'ai pensé que de refaire une mode de la nuit, en réalité, que j'aurais vu porter chez Maxime, par exemple, ou dans des restaurants, ou chez des amis. Car maintenant, on est en jeans le soir, c'est un peu dommage. Une mode très jeune, c'est-à-dire quand vous avez vu c'est très jeune, très court, en même temps très long, mais d'une manière moderne. J'ai essayé de voir la femme de demain en réalité. Oui, j'ai mis l'actualité sur la lumière, sur l'éclat, en valeur le physique. Et ça, c'est ce qu'on appelle ma création. C'est une étude que je fais. D'ailleurs, je me pose moi-même la question en disant est-ce que j'ai déjà fait ça avant ou est-ce que j'ai déjà vu ça avant? Et alors, c'est automatiquement éliminé. Je ne travaille pas sur les musées ou sur la visite d'un site ou sur la portée d'une robe. Non, j'essaie de le savoir, de le connaître pour ne pas copier ou imiter. En fin de compte, je me sers du passé ou même du présent pour ne pas imiter. Même en réalité, la nuit. La nuit, lorsque je me réveille, je me lève, j'allume, je dessine, je m'endors et puis je recommence parfois 10-15 fois dans la nuit. Et le matin, je suis plein d'enthousiasme, je viens ici, puis je commence ici à mettre en exécution. C'est évident qu'on reconnaît mon style, c'est ce qu'on appelle avoir du talent. Parce que si c'est pour être du bon goût, c'est pas suffisant. Élégant, c'est pas non plus élégant, c'est pas suffisant. C'est le talent qui est l'important, c'est la création. Là, tout de suite maintenant, c'est un aller-retour Paris-Venise que je vous propose. L'art sublime et délicat des verriers de Murano est en danger, nous a-t-on dit. Nous avons voulu en savoir plus. Alors que le musée Mayol consacre une exposition aux plus célèbres des maîtres verriers, nous nous sommes rendus aux sources de ce savoir-faire qui fit la gloire de Venise. À 20 minutes en bateau de la place Saint-Marc, sur un morceau de terre ancré au large de la ville, se trouve Murano, où les ateliers des verriers se suivent les uns les autres. C'est en 1400 que commence l'âge d'or de cette île, alors que les troupes de Tamerlan déferlent sur le monde islamique, signant l'arrêt de la production de verre au Proche-Orient. Venise prend alors le relais et approvisionne simultanément l'Europe et le Moyen-Orient. Aujourd'hui encore, l'impulsion des maîtres verriers sur l'économie de la ville de Murano est considérable. Une grande partie de ses habitants de l'île est engagée directement ou indirectement dans l'activité du verre. Oui, c'est une exposition sociologique. Vous allez parcourir dans cette exposition 7 siècles de savoir-vivre, avec tout le raffinement que cela comporte. Le verre a toujours fasciné depuis très très longtemps. Le verre existe, on parle de l'âge du bronze ou de l'âge de la pierre, on pourrait très bien parler de l'âge du verre, ça a 5000 ans le verre. Donc depuis le XIIIe siècle, Murano a développé à la suite de la chute de Constantinople, puisque les grands maîtres verriers à l'époque étaient en Orient, ils viennent à Murano et avec les verriers vénitiens,
il commence à développer des objets extrêmement raffinés. Et à travers les siècles, vous allez voir tous ces objets qui vont devenir de plus en plus raffinés, de plus en plus importants, surtout par leur taille, et des techniques qui vont se renouveler constamment. Vous allez voir très bien la spécificité de chaque époque, parce que le verre a magnifiquement interprété vraiment la mode de l'époque. Une alchimie qui crée une incroyable métamorphose à partir de silice, de soude et de chaux pour donner naissance à une matière traversée par la lumière. Il y a une espèce de mystère, ce sable qui devient liquide, qui va en fusion. Et puis, ce qui fascine beaucoup, c'est que le verre, qui a l'air très docile, puisqu'il devient liquide, on peut lui donner apparemment la forme qu'on veut, ce qui n'est pas vrai du tout, parce qu'en moment de la fusion, le geste du verrier est un seul. Il ne revient jamais sur son geste. Une fournaise d'où émerge un fragile trésor né du souffle humain et de la grâce d'un maître verrier. Du Moyen-Âge à nos jours, l'histoire de ses formes, de ses techniques et de ses couleurs est fascinante. Il y a, au XXe siècle, il y a des artistes qui sont venus à Murano parce que ça les intéressait. Mais je crois qu'il faut retenir plutôt ce formidable moment après la Deuxième Guerre, où un homme, Egidio Costantini, rassemble autour de lui des artistes et des créateurs, remet en quelque sorte sous tension les ateliers et les maîtres verriers et commence à inviter des artistes du monde entier. Donc il va intéresser Jean Cocteau, il va intéresser, je disais, Calder, qui va faire des merveilleuses petites sculptures en verre. Mais économiquement, il est tellement artiste qu'il est moins bon gestionnaire. Et là, il y a heureusement cette formidable Vénitienne, si j'ose dire, qui est là, qui est l'américaine Peggy Guggenheim, qui trouve ça extraordinaire et qui va venir l'aider, le financer. Et je crois que c'est un moment fondateur, ce moment après-guerre, qui renoue avec la création contemporaine. Le verre tel qu'il est fabriqué à Murano est-il menacé? Je dirais qu'il y a deux dangers. Il y a d'abord une moindre vente de produits qui se sont voulus se rapprocher aussi d'un mode de production, disons, semi-industriel ou quelque chose de cet ordre-là. Et le deuxième danger, c'est la perte du grand métier. Pour ce qui concerne la perte du grand métier, il y a eu une initiative formidable qui a été prise par le studio Berengo, qui a bien compris que Murano n'avait de sens que si on y venait grâce à l'extrême qualité de ce que produisaient les maîtres verriers. C'est en 1989 que le studio Barengo est fondé, donnant aux artistes un accès privilégié au four de Murano et aux techniques des grands maîtres verriers. Puis en 2009, Adriano Barengo initie le projet Glass Tress. Glass Tress est né d'un rêve que j'ai fait il y a 25 ans, parce que je désirais porter le verre à un autre niveau de représentation. Pendant des années, j'ai accumulé pas mal de prototypes et j'ai pensé qu'il aurait été intéressant d'avoir un espace d'archéologie industrielle où pouvoir montrer, surtout pour les générations à venir. Par exemple, en 2050, si quelqu'un veut savoir ce qui s'est passé au niveau de l'art dans les années 80, c'est ici qu'il doit venir. Le XXIe siècle ne sera pas uniquement celui de l'art numérique. La forme et la matière ont toujours fait bon ménage. La métamorphose incandescente du verre, malgré sa longue histoire, revêt un caractère toujours aussi mystérieux. Quand le verre, je parle toujours de lui en tant que matériau, est touché par les mains et les idées d'un artiste, il se transforme en quelque chose d'autre. C'est magique. La difficulté quand j'invite un artiste à venir à Murano, c'est justement de faire comprendre aux maîtres verriers qu'avec une technique ancienne et millénaire, on peut tout à fait faire des choses modernes et contemporaines.
En même temps, chercher à faire comprendre à l'artiste qu'il doit être plus malléable, capable de compromis, plus attentif à comprendre, qu'en quelque sorte n'étant pas lui-même capable de travailler le verre directement, il a besoin d'une autre moitié d'artiste qui le guide. Ce sont dans ces ateliers que se noue un dialogue entre cette technique venue tout droit du Moyen-Âge et les formes les plus contemporaines de notre siècle. Si Murano a résisté durant des siècles, c'est parce que le maître verrier, qui était l'homme clé, était contacté et engagé par d'autres fournaises. En allant dans ces fournaises, il apprenait d'autres techniques et en même temps montrait les siennes. Donc, il y a une migration des maîtres pendant des siècles. Murano est dans une grande crise. Il suffit de voir les statistiques. Il y avait, il y a 10 ans, 2000 employés à la production du verre. Aujourd'hui, il y en a 700, dont 500 au chômage. Les artistes jouent avec la transparence du verre en la détournant, la déformant, créant des figures totalement nouvelles à partir d'un savoir-faire exceptionnel. Nous nous sommes un peu sauvés en créant ce lieu où les artistes travaillent avec le verre. Cet espace est abrité, où personne vient nous toucher parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique à copier quelque chose de ce genre. Nous, on le fait en 2 exemplaires. On ne peut pas le faire en 1000 car ce ne serait pas cohérent avec le marché. C'est en 1291, pour éviter les risques d'incendie, que les fours des verriers sont bannis de Venise et transférés sur l'île de Murano. L'île devient alors le cœur de la production de cette matière précieuse. Récemment, un décret menace la pérennité des fours de Murano car ils ne répondent pas aux normes européennes. La seule issue pour Murano, c'est de garder un niveau très élevé du point de vue du savoir-faire et des techniques. Mais pour y arriver, il faut être courageux. Parmi les artistes invités à collaborer avec les grands maîtres de Murano, l'anglais Paul Fryer crée des formes inspirées des méduses. Le verre devient alors une matière aquatique à la fluidité immobile. L'autre danger, la production cheap pour touristes et la copie risque de faire mourir Murano. Selon moi, oui, Murano ne meurt pas et je dois dire que je suis toujours en train de faire beaucoup pour que Murano ait un futur. Si vous pensez qu'il n'y a pas de futur, eh bien alors, pour moi, c'est fini. L'avenir de Murano est entre nos mains. Espérons que notre siècle ne sera pas celui de sa chute. Donc, on ne le répétera pas assez. Jamais de contrefaçon, sauf pour ceux qui veulent terminer leur été à l'ombre des barreaux d'une prison. La définition du luxe aujourd'hui est donnée par l'écrivain Vladimir Fedorovski. Le luxe, c'est le rêve, mystère et évasion. Comme je vous comprends, merci de nous avoir suivis. Merci à Marie-Ève, Pascal, Théo, Tao et à Loulou Morabito de nous avoir reçus dans ce paradis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, quelques recommandations pour être à l'aise à table dans ce domaine, on n'en sait jamais trop, n'est-ce pas Loulou? Au revoir. Passer à table, c'est au sens figuré se dévoiler. Vient maintenant le moment de passer à table. Alors, bien sûr, on attend que la maîtresse de maison s'assoie pour s'asseoir soi-même. Une chose qui était importante, c'est que le maître de maison, ainsi que les autres hommes qui sont invités autour de la table, lorsque une femme s'approche, recule légèrement la chaise pour que la personne ait plus de facilité à s'asseoir. La maîtresse de maison, une fois assise, met sa serviette sur les genoux, évite de dire à la cantonade « bon appétit ». Le service donc se passe par la gauche. Lorsque vous êtes assise, on dit, pour que vous vous en souveniez, la phrase bien connue, il faut laisser la place d'une souris devant et d'un chat derrière.
Donc ça veut bien dire qu'on ne se vautre pas sur son fauteuil en arrière. Bien évidemment, on ne pose pas ses coudes à table, mais on pose ses bras à mi-avant-bras. Bien entendu, on ne brandit pas ses couverts, on les pose entre deux bouchées ou lorsqu'on a terminé son assiette, toujours de façon parallèle et toujours avec la lame, comme toujours, vers l'intérieur. Vous pouvez passer à table en toute sérénité.